Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Ilm wa Hadara, Science et Civilisation. Aujourd'hui, je vous propose d'aller du côté des sciences biomédicales et de leurs effets, cadres, encadrement philosophique avec notre invité, Monsieur Thierry Oquet. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur à l'université de Nanterre et vous êtes, comme je le disais, orientant vos travaux autour des enjeux biomédicaux aujourd'hui et de leurs effets sociétaux. Avant de développer votre recherche, on va faire un peu plus connaissance avec vous. Oh, j'étais très surpris parce que pour moi, vous êtes le philosophe de la biologie et des sciences de la vie. Et voilà que je découvre que vous avez commencé par faire une licence de physique-chimie. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce parcours? En fait, au lycée, j'avais participé à des choses passionnantes grâce à l'engagement des professeurs du lycée, notamment les Olympiades de chimie, où on avait des expériences à faire. Il y avait ce côté laboratoire, paillasse, qui m'a toujours passionné. Et en fait, je dirais, il y a quand même une orientation fondamentale dans mon travail qui est l'intérêt pour les sciences de la nature, mais dans leur dimension la plus concrète, la plus empirique possible. Je dois avouer, et peut-être ça nous sépare aussi, mais je n'ai jamais eu un penchant très fort pour les sciences formelles. Bien sûr, j'aime les mathématiques, Faites j'admire allusion à la logique. voilà, la puissance du raisonnement, mais la formalisation, je dois avouer, hein, c'est une de mes faiblesses. Allons, allons. Mais que c'est pas ce qui me passionne au premier chef. J'aime et dans le vivant, plus encore que dans la chimie, oui, voilà, c'est ça. j'aime je le dis souvent, la saleté, j'aime l'impureté du vivant, j'aime le fait que, voilà, il y a quelque chose de... Non, mais quand je disais cela, c'est que bon, vous êtes philosophe, vous avez fait après tout un parcours remarquable en philosophie, l'école normale supérieure, l'agrégation, le doctorat, l'habilitation à diriger la recherche. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est-à-dire, je pensais que cette première orientation autour de la physique-chimie allait faire plutôt de vous un chimiste, un physicien. Or, vous êtes plutôt du côté de la biologie. En fait, c'était ça ma question d'étonnement, où vous avez plutôt été vers la biologie. C'est vrai, en fait. Je pense que j'ai été absorbé par ce qui m'est apparu comme une question existentielle presque. C'est la question du vivant. C'est la question de ce double niveau de la vie auquel on peut comprendre la vie comme vivant, comme organisme fonctionnant, et la vie comme vécu, c'est-à-dire cette expérience qui est liée au fait d'être vivant, ou en tout cas d'être un humain vivant peut-être. Donc c'est là un problème qui m'a absorbé en fait. Alors académiquement, je vous remercie d'incarner les choses. Oui. Et académiquement, vous avez été d'abord regardé du côté de deux grandes figures en philosophie de la vie ou en sciences de la vie, la figure de Buffon et celle de Darwin. Alors Buffon, du côté de la classification des espèces, et cette notion de classification parcourt tout votre itinéraire, c'est quoi que classer le vivant. Et de l'autre côté, Darwin, les notions, bien sûr, vous avez beaucoup travaillé dans le détail son ouvrage majeur de 1859, de l'origine des espèces, la notion d'origine et la notion d'évolution. Alors j'ai bien conscience que je balance beaucoup de choses en même temps, mais d'abord, peut-être la notion d'histoire naturelle et de classification chez Buffon, vous y êtes arrivé comment? Il y a un intérêt presque enfantin pour la systématique, c'est-à-dire on vous apprend à lire, on vous apprend à penser en reconnaissant des animaux, en les nommant. Oui. Pardon de vous interrompre, beaucoup de parents me disent leur émotion quand, après avoir montré une vache sur un livre à leur enfant, qu'ils se promènent dans un champ et que l'enfant dise « Ah, papa, ah, maman, une vache !» Voilà, exactement. Donc ça, on vient de là peut-être. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement nos classifications spontanées, ou en tout cas celles qu'on nous apprend dans les livres d'images, ne
ne correspondent pas à la pratique scientifique et que quand il s'agit de parler de ce que c'est qu'une espèce pour des biologistes, ça devient un problème extrêmement ardu, au point qu'on se demande même si quelque chose comme les espèces existe dans la nature, s'il n'y a pas juste des continuités dans lesquelles on découperait artificiellement, arbitrairement. De variation à variation jusqu'à Voilà. la fixation de différences qui nous sautent aux yeux. Exactement. Donc, fondamentalement, moi, je pense, enfin, je suis peut-être resté attaché à ce préjugé de l'enfance, qui est que les espèces, en quelque sorte, elles ont une réalité, elles existent. Mais du coup, c'est intéressant d'aller voir vraiment dans la cuisine des systématiciens comment ils ont construit leurs outils, comment ils ont essayé d'évaluer les différentes classifications possibles en jugeant celle qui était le plus naturelle, c'est-à-dire le plus proche de ce qu'on considère être l'ordre de la nature, et celle qui relevait au contraire clairement de notre arbitraire ou de notre utilité. Et Buffon, par rapport à cet intérêt qui est le vôtre? Buffon, lui, il apporte à tout cela une sorte de matérialité. Placez-le dans le temps déjà. C'est vraiment un homme dont la vie couvre l'ensemble du XVIIIe siècle. Il naît en 1707, il meurt juste avant la Révolution française en 1788. Et il est contemporain d'un autre grand naturaliste qui est Linné, qui naît également en 1707 et qui meurt 10 ans plus tôt en 1778. Et c'est vraiment deux immenses figures de l'histoire naturelle. Linné plutôt du côté de la classification, de la dénomination, et Buffon, je pense, ou je dirais, plus proche de ce que on pourrait dire la description, une identification presque intuitive de ce que sont les espèces. Et donc il donne comme ça, il produit dans son histoire naturelle des sortes de types idéaux en disant voilà ce que c'est que le lion, la lionne, etc. Donc, autour de leur comportement. Le comportement, mais également le faciès. Souvent, lui, il travaillait beaucoup. C'était un naturaliste qui restait à Paris, Paris et Bourgogne. Il travaillait à partir de spécimens empaillés, beaucoup. Oui. Ils avaient accès à des. Il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. Ils avaient accès à des informations totalement parcellaires. Donc, par exemple, beaucoup livresque, beaucoup. Livresque, beaucoup, mais également des morceaux d'animaux qui parvenaient. Par exemple, la girafe est d'abord connue uniquement à partir d'une peau. Donc, et Buffon, justement, alors que Linné, lui, essaye de classer la girafe, justement, à partir de cet élément qu'on avait, Buffon, lui, pose des questions de physiologie, presque. C'est-à-dire, par exemple, manifestement, la girafe a des petites cornes, mais est-ce que ces cornes tombent comme celles des cerfs, ou est-ce qu'elles sont pérennes, comme celles des vaches? Vous voyez, enfin, il s'interroge sur... Il est plus fonctionnaliste. Il est plus fonctionnaliste, il s'intéresse plus à l'être vivant, en fait. Il est totalement insatisfait devant la méthode linnéenne qui prélève des petits caractères pour assigner chaque espèce à une place déterminée dans le système. Sautons quelques années, quelques décennies, nous voilà avec Darwin, et je reprends ma question. Il écrit un ouvrage qui s'intitule « L'origine des espèces ». Je sais que vous êtes intéressé, bon là on a parlé des espèces, mais vous êtes aussi intéressé à cette notion d'origine. Et bien sûr, arrive avec cette notion d'origine, la notion phare du darwinisme, l'évolution. Alors, comment s'équilibrent ces deux notions d'origine et d'évolution? Alors, je vais commencer par l'évolution parce que c'est peut-être Oui. le plus simple ou le plus évident, c'est-à-dire l'idée que au fil du temps, les espèces se transforment. C'est ça l'intuition générale de l'évolution, c'est-à-dire qu'en fait, les espèces n'ont pas toujours été ce que nous les voyons être. Donc l'évolution, c'est un concept général qui dit il y a une histoire derrière l'image qui paraît fixe. On peut dire qu'en quelque sorte, il y a une évolution, entre guillemets, qui a conduit à l'existence des montagnes. Si vous supposez que les montagnes n'ont pas toujours été là, mais que c'est à la suite d'un ensemble de processus qu'elles ont été produites. Donc, cette évolution, c'est quelque chose d'important qui vous dit... Elle est directement liée, la notion d'évolution, à celle de transformation. Voilà. Ça tombe bien sous le sens. Et ça vous dit, ce que vous avez sous les yeux, c'est une sorte d'instantané qui vous masque toute l'histoire qui a conduit à la réalisation de cet instantané. Dans le darwinisme, ou dans Darwin, quand on dit évolution, on dit deux concepts, génération et variation. Un être humain reproduit un autre être humain et ce n'est pas le même être humain. Donc génération et variation. Aujourd'hui, on travaille beaucoup la notion de variation. J'ai l'impression que la notion de génération est restée un petit peu en arrière-plan, si je puis dire, de reproduction. Je dirais presque qu'il y a des raisons terminologiques à cela. C'est-à-dire que le terme évolution
originellement, il signifie le développement d'un embryon. C'est-à-dire l'évolution, le mot évolution, il sert d'abord à désigner le passage qui passe d'un œuf à un poulet, qui conduit de la cellule primitive à l'organisme complet. C'est ça, au XVIIIe siècle, qu'on appelle évolution. Et en fait, cette manière de poser le problème, elle va rester extrêmement prégnante dans le champ qu'on va appeler l'évolution, en fait, l'évolutionnisme. Puisqu'en fait, on va avoir l'idée que, de la même manière, à partir de quelques organismes rudimentaires, on a, à la suite d'un développement, produit l'ensemble des êtres vivants que nous connaissons aujourd'hui. De l'amibe à Einstein, on cite toujours cette expression. Et donc là, on a une Popper. vision très claire d'une direction. Oui. Donc l'évolution, au sens embryonnaire, on pourrait dire, du développement, elle a ce défaut d'indiquer une sorte de linéarité et d'indiquer l'idée que le terme est déjà presque donné à partir de l'origine. Dans vos travaux, on voit une critique très rigoureuse de la notion de finalité, d'intention, de téléologie, dit-on techniquement, parce que vous considérez que c'est comme de la paresse intellectuelle de mettre la finalité dans le vivant, c'est ça? C'est-à-dire, les êtres humains les organismes vivants sont en quelque manière finalisés. Par exemple, nous sommes dotés d'organes qui ont des fonctions et c'est très important pour les comprendre, de prendre en compte cette finalité. Mais en revanche, l'idée que toute l'histoire du vivant elle est organisée selon un plan, ça c'est quelque chose qui est peut-être rassurant, mais qui est plus problématique ou plus difficile à établir. Scientifiquement, voilà. Et donc, Darwin, je pense que son importance, elle est double. D'une part, il a montré que ça n'était pas écrit, il a fait la place au hasard, et d'autre part, il a interrogé cette question de ce que c'est l'origine, non pas en nous disant voilà le point de départ, mais en nous disant voilà le mécanisme par lequel cette transformation s'opère. Alors l'idée qu'il y avait eu de la transformation, plusieurs en avaient eu l'intuition. On peut penser à Lamarck par exemple, qui est de quelques années le prédécesseur de Darwin, mais donner véritablement une sorte de processus mécanique par lequel les choses s'engendrent, ça c'était vraiment, je pense, Et ça lui est venu d'observations de réalités très hétérogènes qui ne sont pas liées les uns aux autres, ces voyages en voyant les oiseaux, puis les plantes, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce qui est frappant quand même dans ce qu'on appelle les découvertes scientifiques, c'est que les gens associent des notions qui sont élaborés dans des domaines fort hétérogènes. Et c'est la force de Darwin, de penser à la géologie tout aussi bien aux oiseaux qu'aux plantes, et puis d'arriver à un concept traversant en quelque sorte. Depuis tout à l'heure, on voit avec vous que les frontières du vivant vous intéressent. Et vous avez écrit un ouvrage absolument succulent sur les presque humains, ce qui est un titre un peu subversif. Et dans ces presque humains, vous observez autour de vous les mutants, les cyborgs, les zombies. Comment vous est venu et puis comment vous expliquez dans la suite de votre parcours l'intérêt pour Buffon, Darwin et puis ce que j'appelle les frontières du vivant, ce que vous appelez les presque humains. C'est véritablement l'idée que parmi les espèces zoologiques, l'humain est la plus difficile à cerner en quelque sorte, précisément parce que beaucoup de circonstances peuvent faire peser un doute sur le fait d'être ou de ne pas être humain. Il y a des fictions très anciennes, qui dit par exemple, si un perroquet se pose sur votre épaule et vous dit « je suis ton père », est-ce que vous allez le croire? C'est-à-dire, le perroquet va développer une voix, un raisonnement, il a l'air logique, rationnel, mais pourtant, il n'a pas une forme qu'on identifie à la forme humaine. Alors, est-ce que c'est un être humain sous prétexte qu'il a le logos, qu'il a la raison, la rationalité? À l'inverse, au XVIIIe siècle en particulier, fait irruption dans la culture européenne différentes choses, mais une des plus importantes, c'est sans doute
la figure de ce que Linné a appelé les primates. Donc, ce qu'on appelait autrefois les anthropomorphes, c'est-à-dire ceux qui ont la forme humaine. Et arrive à ce moment-là, alors qu'on connaissait, si vous voulez, simplement les singes de Gibraltar, qui sont très éloignés de la forme humaine, arrivent ces figures qui ne sont pas encore nommées, qu'aujourd'hui on connaît sous les noms de chimpanzés, gorilles, orang-outans notamment. Arrivent ces figures dont on ne sait pas quoi faire. Et elles arrivent comment? Elles arrivent via les expéditions? Elles arrivent via des récits de voyage en particulier, récits de voyage, c'est ça. Qui donnent des illustrations. Elles arrivent via quelques spécimens qui voyagent. Mais beaucoup de ces spécimens, enfin beaucoup de ces découvertes sont beaucoup plus tardives. Donc l'information à la fin du XVIIIe siècle, elle est tellement parcellaire Oui. qu'il est impossible de véritablement pouvoir trancher ce qui est véritablement ça, c'est la forme et extérieure. expérience. Il est vrai qu'après, la génétique va dire qu'on partage plus de 98% de nos gènes avec beaucoup d'animaux, mais les gènes qu'on ne partage pas font toute la différence. Exactement, mais à l'époque, ça se formule dans la question de comment trouver un critère de distinction à partir du moment où, selon la forme extérieure, la connaissance de l'époque nous dit qu'il n'y avait pas de véritable différence dans la forme extérieure. Donc imaginez quelqu'un qui aurait exactement la forme humaine, indissociable sur le plan anatomique, mais qui n'aurait pas par exemple le langage. Oui. Donc c'est ça le problème qui se pose à l'époque et qui va être, on pourrait dire, redoublé au XIXe siècle, à partir du moment où on va imaginer ce que pourrait être l'être humain préhistorique, voir les premières formes rudimentaires de l'être humain. C'est-à-dire, à partir du moment où on va imaginer que, on va se représenter que peut-être l'être humain n'a pas été créé tel qu'il est, mais qu'il y a une parenté, parce que c'est ça que crée cette ressemblance aussi, c'est le sentiment d'une parenté qu'on n'avait pas avant. Et précisément, les paléontologues travaillent beaucoup sur l'historicité de l'hominisation. On ne va pas parler de l'humanisation, mais de l'hominisation, l'homme de Néandertal, comme on dit, l'homo sapiens, sapiens sapiens, etc. Et il est vrai que toute cette historicité de l'hominisation, elle ne passe pas tellement dans la culture commune, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans l'idée de l'humanisation, nos coutumes, nos valeurs, nos institutions, notre droit, notre éducation, les universités comme celle-ci qui nous accueille, l'université Mohamed VI Polytechnique, mais on a, comment dirais-je, dans la culture commune, l'histoire de l'hominisation qui pourrait, si vous voulez, aller dans le sens de vos travaux, les presque humains, etc., de toutes les frontières finalement. Avez-vous des explications pourquoi cela ne passe pas dans la culture commune? Je pense que moi, mon premier sentiment, c'est que l'humanité est une, mais qu'elle ne cesse de se diviser, qu'elle ne cesse de s'opposer à elle-même. Et donc, il est toujours important de rappeler l'unité de l'espèce humaine contre tous les discours racistes, racialistes qui veulent nous séparer, qui veulent créer des tensions et des divisions. Donc je pense que ça, c'est très important, c'est-à-dire rappeler cette unité de l'espèce humaine en dépit de ces très grandes différences morphologiques, culturelles, etc. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, ce sentiment, on va dire, humaniste. Et peut-être que anti-discrimination. Voilà, et du coup, ça isole en quelque sorte l'espèce humaine en indiquant son unité, mais à un moment, on n'appartient plus à l'espèce humaine. Ça, c'est le premier point. Et donc, c'est peut-être le point scientifique, si vous voulez. Et du coup, c'est l'imagination qui prend, à mon sens, le relais, et c'est ça dont je parle principalement dans mon livre. C'est-à-dire qu'en fait, les êtres humains ne cessent de fantasmer, d'où la science-fiction. Fictionner des figures qui disent « Ah, ça ressemble à un humain, mais ça ne l'est pas exactement. » Les mutants, les cyborgs, les Là, zombies. On est dans la fiction totale. Mais en vérité, ces fictions-là, si on les regarde bien… Les cyborgs, ce n'est pas complètement de la fiction. Si on les regarde bien, elles nous laissent penser que, finalement, ça décrit des choses qui sont déjà parmi nous. Je donne un exemple. Par exemple, dans un film de zombies, vous voyez, ces êtres qui marchent sans vraiment… Parfois, on les reconnaît parce qu'on les a connus avant qu'ils soient mordus. Donc, on reconnaît leur visage, mais eux, ils ne nous reconnaissent pas. Et ils n'ont plus cette vivacité qu'on voit, par exemple, sur votre visage. Donc, ils ont perdu quelque chose. Eh bien, dans un film de zombies, on va voir, par exemple, une scène qui va se passer dans un établissement pour les personnes très âgées, atteintes de sénilité.
Et tout à coup, on va retrouver le même problème dans une sorte de raccourci, c'est-à-dire, moi j'ai connu ça par exemple avec ma propre grand-mère, vous voyez, c'est-à-dire, moi je la reconnaissais encore, mais elle ne me reconnaissait plus. Et on avait qu'est-ce qui restait d'elle une fois qu'elle avait perdu sa mémoire, qu'elle avait perdu ses souvenirs, ses coordonnées. Donc en fait, on vous parle de zombies, mais on vous laisse penser que finalement, c'est des situations humaines que vous rencontrez dans votre Merci de existence. soulever cette question parce qu'elle est très très importante, euh, de comprendre que la communauté humaine ne comprend pas que des agents volontaires libres de leur choix, qu'il y a la communauté non pas seulement des agents moraux, mais des patients moraux. C'est-à-dire, bon, vous soulevez le cas difficile de votre grand-mère, mais nous sommes entourés de beaucoup de gens qui ont perdu leur raison, je dirais au sens de ce que disait Descartes, mais il disait cette chose affreuse, parce qu'à son époque, l'espérance de vie était de 26 ans, et il disait mieux vaut perdre la vie que perdre la raison. Oui, mais que fait-on de toutes les personnes qui ont perdu leur raison, les maladies d'Alzheimer, les gens qui ne vivent qu'avec des hallucinations, etc. Et donc, intégrer, je crois que c'est très très important que vos travaux même aille dans ce sens de, eh bien, effectivement, n'oublions pas de ne pas avoir ce biais que l'humain, c'est la personne Et volontaire qui fait les choses de fonctionnel. libre choix. Ouais, ouais. C'est important que ça invite cela, Ouais. oui. Ça insiste beaucoup sur notre vulnérabilité, sur Oui, notre fragilité, oui, et sur le fait qu'effectivement, parmi ces presque humains, il y a tous ces êtres humains particulièrement fonctionnels, volontaires, mais qui tout à coup rencontrent oui. l'accident, Ben oui, parce que rencontrent là, ce que j'aime bien dans votre exemple, c'est que c'est la personne, entre guillemets, avec toutes ses capacités, qui est comme perturbée Mhm. par quelque chose que l'on va dire éloigné Mhm. d'elle. Euh, alors, euh, euh, c'est le dernier élément de vos travaux. Vous, justement, ça fait le lien avec ce que je venais de dire, les maladies. Vous vous êtes intéressé à la notion de cancer, malheureusement, qui se développe beaucoup, beaucoup. La courbe est exponentielle à partir de l'âge de 65 ans chez beaucoup de personnes. Euh, comment est arrivé, parce que parfois c'est le hasard qui nous fait travailler sur quelque chose, mais comment est arrivé dans votre parcours, plus orienté biologie que médecine, l'intérêt pour cette maladie terrible qui, j'espère, deviendra de plus en plus chronique et de moins en moins mortelle? Mhm. C'est difficile d'éviter la médecine quand on s'intéresse à la biologie, même si je pense que c'est important d'éviter la médecine quand on s'intéresse à la biologie, parce que la biologie, elle ne nous parle pas que de l'humain, elle nous parle plus largement, elle réinscrit l'être humain en tant Oui, qu'organisme dans un espace beaucoup plus large. Mais à un moment, il y a aussi, je pense, peut-être une responsabilité sociale du chercheur, en fait, hein, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire le fait de s'intéresser à des domaines qui engagent aussi la santé, et puis parce qu'on connaît tous effectivement des cas tragiques de maladies, de décès, qui nous, comme vous le dites, c'est tellement répandu comme maladie que c'est difficile de l'oublier. Donc c'est important que la philosophie s'intéresse aussi à ces sujets. comment vous y êtes entré à J'y cette suis maladie? entré par le biais d'une ancienne étudiante à moi qui est devenue une chercheuse au CNRS, qui s'appelle Lucie Laplane, et qui a vraiment fait son travail, elle, sur les cellules souches de cancer, et en particulier à travers le concept de clone. Le concept de clone, alors on connaît les clones de la fiction, mais là c'est quelque chose de très simple, c'est-à-dire comment une cellule peut muter et produire ce qu'on appelle un clone d'elle-même, c'est-à-dire des cellules filles qui vont se multiplier, et qui vont donner justement la tumeur, qui vont éventuellement résister au traitement, provoquer des rechutes, etc. Donc ce concept de clone, il est tout à fait central en fait dans la recherche en cancérologie. Le problème des rechutes, qui est quand même quelque chose de très important dans les causes de mortalité du cancer, hein. C'est pas seulement qu'on n'est pas soigné, c'est que parfois le traitement ne suffit pas. La tumeur résiste. La tumeur résiste, la tumeur ressurgit, hein. Et, euh, et ça, voilà, on se dit, ben en fait, comment l'expliquer conceptuellement
théoriquement, comment l'inscrire. C'est-à-dire, et là, on voit la réflexion conceptuelle et théorique à l'articulation avec un impératif pratique qui est celui de soigner et de produire des thérapies qui soient efficaces et qui sauvent les vies. Moi, je suis très heureux de voir que vos réflexions s'orientent dans un domaine qui, comme vous savez, est celui que je travaille beaucoup. Dernier volet, on arrive aux dernières minutes de l'émission. Vous avez beaucoup d'engagement institutionnel, vous dirigez une revue prestigieuse en France, dont vous allez rappeler le nom, et vous êtes président actuellement de la Société de philosophie des sciences. Présentez-nous cette Société de philosophie des sciences que j'ai le plaisir d'accueillir dans cette université pour votre congrès bisannuel cette année 2025. Oui, ben merci de votre accueil avant tout. Je vais dire, s'engager dans les sociétés savantes, c'est avant tout, il me semble, un remède contre la solitude des chercheurs. Vous savez qu'on a un métier extrêmement exigeant qui nous oblige en une forme à nous isoler, à nous couper du monde, mais aussi à nous couper des autres pour exceller dans le type de questions, trouver des réponses, maîtriser une littérature souvent immense. Et à un moment, en fait, si on reste dans cet enfermement, déjà, je pense qu'on perd en efficacité, en opérativité. Et il faut retrouver cette capacité de discussion, cette capacité d'échange. Et c'est ici que les sociétés savantes sont centrales. D'abord parce qu'elles sont intergénérationnelles. Elles réunissent des chercheurs confirmés et différents, voilà, tous les degrés depuis le master, le doctorat, etc. Donc on a la possibilité de rencontrer d'autres chercheurs, de s'exposer à d'autres types de recherches voisins, voire complètement différents. Ces petits congrès comme ça sont des sortes de bulles qui sont une sorte de source d'énergie, de respiration. On ressort. Le lien générationnel, vous l'avez dit, et aussi effectivement rappeler que la recherche scientifique est une recherche collective. Ça c'est très important. Il y a un proverbe marocain, permettez-moi de partager avec vous. Une main seule n'applaudit pas, il faut au moins deux. Ouais. Je suis prêt à vous applaudir pour votre passage dans notre émission. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Monsieur Thierry Hoquet, professeur à l'Université de Nanterre et président de la Société de philosophie des sciences. Merci. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.